Isashibulidana bro, j'espère que tu vas bien de mon côté cerveau, Max. On se retrouve pour mon analyse du chapitre 1061 et c'est le premier d'une longue série. On va essayer de comprendre ensemble les mystères autour de Bonnie, des Mugiwara mais surtout de Vegapunk. Le docteur Vegapunk apparaît enfin et nous réserve forcément de très grosses surprises. Avant de plonger dans le vif du sujet, tu me regardes sûrement en étant encore un non-abonné, alors n'hésite plus et rejoins mon équipage en t'abonnant. C'est l'heure de se plonger dans les secrets de ce chapitre et d'analyser ensemble le chapitre 1061. Commençons évidemment par la couverture du chapitre. Anodine à première vue, mais compte tenu que Vegapunk nous sera présenté dans ce chapitre et que celui-ci se passe sur Egghead, il y a quelques détails à aborder. On y retrouve la famille Vinsmoke s'échappant avec Caesar Clown sous le bras. À part Queen, on retrouve dans ce chapitre plusieurs clins d'œil directs aux Mads. Peut-être va-t-on en apprendre plus sur leur passé de groupe scientifique, sur le ou les projets qui les ont réunis, mais surtout sur comment et pourquoi le gouvernement mondial les a dissous. Plein de questions très intéressantes auxquelles nous aurons probablement les réponses très bientôt. Il est possible que leur lien scientifique soit devenu si puissant que le gouvernement mondial les a trouvés bien trop dangereux pour continuer d'exercer ensemble. Ils ont donc été séparés de force. Évidemment, le gouvernement gardait Vegapunk sous le coude, étant le plus ingénieux. J'ai très hâte qu'Oda nous donne toutes les clés derrière le mystère qui entoure les Mads et leur vie. Parenthèse sur les Mads et sur la couverture du chapitre fermée. Petit détail troublant dans ce chapitre. On voit Usopp dans l'eau en train de se noyer, comme si c'était un utilisateur de fruits du démon. Ce n'est qu'une toute petite planche, mais elle a suffi à ce que la toile s'enflamme, tel le Mera Mera no Mi. J'ai beau me creuser la tête, je n'ai jamais vu Usopp nager avant. Je me disais que c'était évident, et pourtant ici, on le voit très clairement se noyer comme les autres utilisateurs de fruits du démon. C'était tellement quelque chose d'établi dans l'histoire que Nasopp pouvait nager, que je ne comprends pas pourquoi Oda aurait caché cette compétence jusqu'à aujourd'hui. Ça rend la chose encore plus troublante. On peut imaginer que c'est la peur qui l'a pétrifié au point qu'il ne nage pas, ou encore que le courant était trop puissant pour lui. Cette planche pose des questions profondes et très sérieuses concernant Usopp, et du coup, son potentiel pouvoir et fruit. Tu vas peut-être te dire que c'est complètement fou, mais est-ce qu'on peut pas imaginer un fruit du démon qui transforme les mensonges en réalité malgré lui? C'est pour ça qu'il a dit toutes ces dingueries sur sa terre natale, ou qu'il continue de dire impossible à Luffy lorsque celui-ci parle de ses rêves. En vrai, ça pose une vraie interrogation. Peut-être que c'est plus fort que lui de mentir, même lorsqu'il y croit au fond de lui, à cause justement de ce fruit. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, et on en débat ensemble, tu connais. Assez parlé d'Usopp. Passons à la suite du scan qui nous montre le Sword et Tashigi. On redécouvre les enfants géants qui sont soignés pas très loin d'Egghead, et surtout 5 nouveaux personnages faisant partie de cette organisation de la marine. Ces personnages sont surplombés par Prince Glaze, un sous-amiral qui ne m'évoque ni puissance, ni intérêt. Ça a l'air d'être un marine comme les autres. La vraie question, c'est où est Smoker? Tashigi est là, donc Smoker ne doit pas être loin. Il ne doit pas être présent dans leur base, car sinon Hermep aurait demandé à Smoker directement de sauver Kobe. On peut donc imaginer qu'il est potentiellement déjà présent sur Egghead, et qu'il va croiser les Mugiwara. Je ne vois que cette possibilité tant les deux îles sont proches. Je ne le vois pas laisser Tashigi seul pendant que lui se balade très loin. Depuis la dernière apparition de Smoker, ça fait un bon bout de temps. Tu penses qu'il est devenu assez puissant pour tenir Luffy? Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup. Et il y a même un monde où il n'y aura même pas de combat entre eux. J'estime que l'équipage actuel atomise Smoker et sa bande, donc ce sera plus du développement scénaristique et peut-être même une alliance. Le fait que Kobe se soit fait enlever par Barbe Noire ne laissera sûrement pas Luffy indifférent, et on peut imaginer que le Sword se lie à Luffy pour aller sur l'île de la Ruche et soulever Barbe Noire. On est d'accord, s'il y a bien une seule organisation de la marine qui peut s'allier à des pirates, c'est bien le Sword. Peut-être que le combat Barbe Noire contre Luffy arrivera plus vite que prévu. C'est dans la continuité de l'histoire. Luffy a d'abord fait face à Big Mom, ensuite Kaido, et maintenant Barbe Noire. Après celui-ci, il reste Shanks, qui est parti à la recherche du One Piece. Il serait le dernier rempart. Tu as mes théories sur Shanks en description pour mieux comprendre ce point. C'est la suite logique compte tenu des 4 Yonko en service lorsqu'il a débarqué sur le Shinsekai. On continue le chapitre et on redécouvre Bonnie. Bonnie est venue parler au doc selon ses propres mots. Elle en parle familièrement, peut-être le connaît-elle déjà. Avant d'aller plus loin, il faut parler de la mini-parenthèse concernant Luffy qui dit qu'il peut atteindre le Gear 5 quand il est totalement libre. Ça pose énormément de questions, mais je garde ça pour une théorie future. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses directement dans les commentaires. Et sur ce, on repasse sur Bonnie. Elle a une connexion avec Kuma. C'est obligatoire vu comment elle a réagi lorsqu'elle l'a vu, et surtout vis-à-vis du titre qu'elle a pris pour s'incruster à Marie-Joise. Elle a pris l'identité de Connie, la reine mère du royaume de Solbay. Kuma était le roi de ce même royaume. Est-ce juste une feinte, ou est-ce qu'on a là l'exacte identité de Bonnie à la base?
Est-ce que Bonnie ne serait pas la femme de Kuma et qu'elle se soit lancée dans la piraterie dont l'unique but de le retrouver et de le sauver? Cela explique aussi pourquoi elle a sauvé Zoro des Tenryubito. Elle sait exactement ce qui t'attend si tu te fais attraper. Il existe énormément de théories sur Bonnie. Je t'en mets une en description d'un youtubeur qui débute mais qui a pondu une dinguerie. Parlons à présent de ce lien avec Vegapunk. Elle l'a sûrement déjà vu et cherche sûrement à comprendre pourquoi Kuma en est arrivé là. Je pense que Vegapunk, même s'il travaille avec le gouvernement, est un électron libre et a une liberté dans son travail qui lui permet de travailler avec n'importe qui s'il en trouve un intérêt. Évidemment, il a des obligations vis-à-vis du gouvernement, mais il peut faire plusieurs travaux. La personnalité et les objectifs de Vegapunk me hype au plus haut point. J'ai très hâte de savoir comment pense et réfléchit le génie numéro 1 de One Piece. Transition parfaite pour la dernière partie du scan et la découverte de Vegapunk. J'ai 4 possibilités et théories principales qui me semblent très intéressantes quant à son identité, et je vais te les énumérer. Première solution, c'est le véritable Vegapunk. C'est l'ingénieur numéro 1 du monde et il pourrait donc se modeler et se transformer physiquement quand il veut, en ce qu'il veut. Il peut donc se modeler pour prendre n'importe quel genre et n'importe quel âge. Cela rajoute du mystère à son identité vu qu'il peut passer inaperçu en se modelant. Deuxième solution, il peut injecter une partie de sa conscience et de ses pensées dans ses créations, comme des intelligences artificielles. Les créations se prennent donc logiquement pour lui et ça lui permet d'avoir un point de vue supplémentaire à la hauteur de son génie. Troisième solution, Vegapunk est un nom de famille et il en existe plusieurs. Celle-ci serait la fille et il travaille en équipe depuis plusieurs années sans que personne ne le sache. J'en doute fortement, mais je te la partage quand même car ça peut être très intéressant si c'est le cas. Enfin, la quatrième et dernière solution, c'est celle qui me parle le plus. Vegapunk crée régulièrement des clones et ceux-ci se prennent donc logiquement pour lui vu qu'ils vivent sur cette même île. On sait que les Mads travaillaient sur des potentiels clones et c'est lorsqu'ils ont découvert que c'était possible que le gouvernement a mis la main dessus pour ses propres intérêts. Il s'est perfectionné depuis et a réussi à créer des clones très réels et très intelligents, qui ont probablement des capacités similaires aux siennes. Ça lui permet d'aller encore plus loin et plus vite dans ses recherches. On a affaire au 02, et celui-ci est donc un des tout premiers clones, donc l'un qui est le plus vieux et qui a engrangé le plus d'expérience et de connaissances. Logique donc qu'il puisse se nommer lui-même Vegapunk. Tu as mon point de vue et mes pistes quant au sujet de Vegapunk, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires et on en discute ensemble, ça m'intéresse énormément. Pour finir cette vidéo en beauté, intéressons-nous à l'utilité de cet arc pour les Mugiwara. Il est très clair que cet arc va profiter à Franky. Lors des 2 ans déjà, il s'est lié à Vegapunk et on peut évidemment imaginer qu'une discussion entre eux mènerait à une évolution fulgurante ou à des explications sur le passé de Franky. Concernant ce passé, il est possible qu'une théorie arrive très bientôt. Vis-à-vis de Sanji aussi évidemment. Lui qui est lié à plusieurs personnages ayant fait partie des Mads. Et avec son power-up très récent à Wano, une discussion et une analyse de Vegapunk sur son corps rempli de mystères peut l'aider à atteindre des sommets sans précédent. Sanji a été construit à partir de son père, qui était un collègue de Vegapunk, le numéro 2 même. Et il a atteint un pic de puissance contre Queen, un personnage qui a lui aussi fait partie des Mads. C'est plein de clins d'œil qui montrent que Sanji va être déterminant lors de cet arc. Ou que cet arc sera déterminant pour Sanji. On en apprendra peut-être plus sur le père de Sanji, et qu'est-ce qui l'a poussé à devenir totalement fou de technologie. Concernant les autres membres de l'équipage, je pense que Egghead est un arc de transition où l'équipage va se voir évoluer psychologiquement avec des découvertes du passé et de certaines technologies, et où certaines lacunes de certains personnages de l'équipage vont se remplir, mais rien de significatif et pas d'ennemis de fou. Peut-être l'ennemi commun sera Barbe Noire et son équipage comme dit précédemment, mais ce ne sera probablement pas sur Egghead. Évidemment, on n'est pas à l'abri de voir quelqu'un débarquer ou même d'avoir un combat entre Smoker et sa clique et l'équipage de Luffy, mais j'en doute fortement. C'est tout pour mon analyse du chapitre 1061 et j'espère que celui-ci t'a plu. C'est la première, alors n'hésite pas à me donner ton avis sincère et les pistes d'amélioration pour les prochaines directement dans les commentaires. Si tu as aimé mon analyse théorique, alors n'hésite pas et rejoins mon équipage en t'abonnant et partage ma vidéo, ça m'aide énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Des bisous et prends soin de toi. Ciao ciao.